Alors, bonjour Sarah, ça va? Ça va? Aujourd'hui, je veux parler avec vous au sujet de la résistance en France et aussi la collaboration. Donc, premièrement, pour toi, quelle est la signification de la résistance? Pour moi, déjà c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup, dont on parle beaucoup à l'école. C'est quelque chose qui est je pense très très important en France parce que on en parle dès l'école primaire et on en parle jusqu'au lycée. Donc, tous les ans, on fait quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale et tous les ans, on fait quelque chose sur la résistance. Après, pour moi, j'ai fait mon collège et mon lycée dans le sud-ouest, donc il y avait beaucoup de résistants là-bas. Donc on a visité beaucoup de sites, d'endroits, on a rencontré des résistants aussi. Donc ça, c'était assez impressionnant, du coup, de voir des gens qui avaient fait ça. Et aussi, personnellement, moi, ma grand-mère est née en 44, mais c'était la plus jeune de la famille. Ah oui. Et son frère, il avait 15 ans à l'époque, et il a rejoint la résistance à 15 ans. Et il est mort quand il était résistant. Et c'est quelque chose que ma grand-mère nous raconte comme des histoires avant de dormir, quoi, mais qui ont vraiment existé. Et c'est assez impressionnant des fois quand elle nous la raconte. Et elle aime bien raconter ces histoires, donc maintenant on la connaît. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de. Et puis du coup, quand elle était petite, ses parents, ils ont vécu. Eux, ils habitaient à Nantes, donc ils ont vécu les bombardements de la ville, etc. Ouais. Donc c'est quelque chose de très très important, je pense, pour ma famille, mais aussi à l'école, on en parlait beaucoup quand même. Donc, tu as mentionné la scolarisation. Donc, est-ce que tu penses que avant la scolarisation de la résistance et la collaboration, est-ce qu'il y a moins de personnes qui parlent au sujet de ce thème? Est-ce que le dialogue a changé après l'enseignement de cette époque dans les écoles en France? Oui, je pense, parce qu'après aussi, ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, avec le recul, les profs nous apprennent non seulement toute cette période, mais ils nous apprennent aussi comment, pendant 20 ans, personne n'en a parlé aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que voilà, il y a eu 20 ans après où personne n'en parlait et c'était c'était un traumatisme parce que à la libération, il y a eu beaucoup de collabos qui ont été exécutés, etc. Donc ça a été une mini guerre civile après ça. Donc ça a été un gros traumatisme. Et je pense que c'est intéressant aussi qu'on travaille là-dessus sur que maintenant on en parle beaucoup, voire même des fois, je sais qu'il y a des gens, ils en ont marre qu'on en parle, mais c'est très important. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant de voir que maintenant on en parle beaucoup, mais voilà, il y a 50 ans, personne n'en parlait, quoi. Oui. Et tu as aussi mentionné que ta grand-mère, elle vient de la sud-ouest. Est-ce qu'il y a une différence entre les opinions de la sud, donc la zone libre, et la zone occupée? Est-ce qu'il y a une division entre le nord de France et le sud de France à cause de l'occupation? Pour avoir vécu, moi je suis née en Lorraine, donc du coup en plus j'ai vécu dans une zone où je peux aller voir les zones de combat, etc. Et ensuite être allée dans le sud, je pense que c'est surtout un sentiment de fierté dans le sud en fait. C'est-à-dire que eux ils ont résisté et eux ils ont aidé des gens et eux ils ont sauvé des gens, etc. Mais je pense pas qu'après il y a une haine, je pense, des gens du Nord contre eux, mais je pense que c'est surtout quelque chose, une fierté de se dire qu'ils ont résisté et que ils se sont battus contre eux. Mais après je sais pas si c'est une fierté qui du coup rend jaloux les autres. Je pense pas qu'il y ait ça, mais c'est vrai que quand on va dans le sud-ouest il y a vraiment cette idée de voilà, nous on a résisté et nous on s'est battus, quoi. Enfin, une fierté dans le sud et peut-être une honte dans le nord? Après, je sais pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup, par exemple, de familles qui ont changé de prénom, de nom de famille, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, parce que leur famille était associée à des familles Kovalobos, par exemple. Mais après, je sais pas si maintenant il y a encore ce stigmatisme de c'était une famille de collabos, etc.
Mais bah oui, je peux pas juger là-dessus, mais je pense pas que ce soit à ce point. Peut-être il y a 50 ans, oui, mais je pense pas que maintenant il y a à ce point cette honte d'être collabo, parce qu'il y a beaucoup moins de gens quoi, qui sont. Et puis il y a la plupart en plus ceux qui ont été encore vivants sont partis à l'étranger, etc. Donc je pense qu'il y en a beaucoup moins de gens comme ça. Merci. Est-ce que les générations parlent de la même façon au sujet de la collaboration, par exemple? Après, je pense que maintenant, on relativise beaucoup plus aussi. Parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit, il y a eu une mini-guerre civile, etc. Les gens, ils étaient vraiment furieux contre ces collabos, ils voulaient vraiment tuer, etc. Je pense que maintenant, voilà, on relativise beaucoup plus parce que maintenant, on comprend qu'il y avait... Enfin, c'est toujours quelque chose d'horrible, hein. Bien sûr, on cautionne pas, mais je pense qu'on relativise parce que c'était des pressions et que c'était ça où on se faisait tuer, ou emprisonner, ou etc. Et je pense que maintenant, on comprend mieux pourquoi est-ce que ces gens, ils ont collaboré. Et du coup, on a moins de haine pour ces personnes, parce que dans un sens, on se pose aussi toujours la question de qu'est-ce que on aurait fait nous, c'est à cette époque-là, quoi, parce que ces gens-là, voilà, ils ont fait un choix. Malheureusement, beaucoup considèrent que c'était un mauvais choix, mais ils ont fait un choix, et du coup, forcément, ça a les implications que ça implique, mais je pense que maintenant c'est mieux, on va dire. Tu mentionnais c'était comme une petite guerre civile après la libération de la France. Est-ce que c'était plus la minorité qui était punie plus, par exemple, les femmes qui ont fait la collaboration horizontale avec le cheveu faussement coupé et battu un peu, et les gens plus élevés ont échappé la justice un peu? Malheureusement, oui, je pense que les personnes étaient plus influentes. Je pense qu'elles ont vu plus la chose venir, et du coup elles ont eu le temps de prévoir elles ont eu le temps de prévoir et de rebalancer et de repasser de l'autre côté, enfin chez les résistants, ou alors même de fuir la France. Il y en a beaucoup qu'on n'a même pas encore retrouvés. Et je pense que ce que tu dis sur les femmes qui se sont tendues et tout, je pense que c'est juste les gens dans les campagnes, ça a été leur manière à eux de gérer la chose en fait, et du coup c'est pour ça que ça a eu beaucoup d'impact, mais sur des petits villages par exemple. Vu que ça a été partout dans tous les petits villages, ça a eu un impact national, mais c'est quelque chose qui a été beaucoup sur les gens de la campagne. Il y en a plein qui étaient résistants, et puis il y avait généralement c'était les officiels ou les personnes de la police ou les personnes qui avaient un peu d'argent, les commerciaux qui collaboraient avec les Allemands. Et du coup et puis après je pense que c'est aussi une revanche aussi. C'est-à-dire que pendant 5 ans c'est ces personnes-là qui ont tout fait, qui ont eu d'argent et qui passaient un bon temps, etc. Et pendant que les autres, eux, ils étaient dans le maquis en train de se geler et pas avoir à manger, etc. Et je pense que c'était une revanche aussi, une vengeance aussi de leur part, quoi, parce qu'ils en ont eu marre, ils en avaient marre, quoi. Donc c'est très difficile de se mettre aux places d'une gens pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais est-ce que tu penses que les gens dans la marque et dans la résistance, est-ce qu'on doit être un peu fou pour faire une chose comme ça? Parce que je pense que à ce moment c'était pas le chose avec logique de faire, parce que il y avait le danger imminent. C'était pas sauf. Oui. Parce qu'à l'époque, ils pensaient pas qu'il y aurait des répercussions comme il y a eu à la fin de la guerre, effectivement. Mais après, je pense, de mon expérience, je pense que aussi les gens qui ont... Enfin, je dis pas que pas tout le monde a résisté, puisqu'il y a des niveaux dans les résistants, mais je pense que les gens qui ont résisté le plus, c'est aussi ceux qui avaient une identité très très forte, plus que française. Je pense, par exemple, c'est pour ça que par exemple dans le sud-ouest, il y a beaucoup de gens qui ont résisté, surtout par exemple dans le Pays Basque ou des choses comme ça, des gens qui avaient des identités, par exemple avec un patois ou des choses comme ça. Et je pense que c'est des gens qui étaient habitués à se défendre déjà à la base contre une institution, et du coup ils se laissaient pas faire avec le gouvernement français, donc ils se sont pas fait laisser faire avec le gouvernement allemand. Après forcément il y a eu de la résistance partout, mais je pense que c'est la raison pour laquelle le sud-ouest il a aussi beaucoup résisté, et ils ont mis du temps à avoir le sud-ouest. Je pense que c'est aussi pour ça, c'est la détermination des gens, quoi. Parce que forcément oui, la collaboration c'était le choix facile, mais je pense qu'en eux ils avaient déjà cette idée de rébellion contre le système, et de vraiment aller contre ce qu'on leur imposait en fait, parce qu'on leur a toujours imposé des choses, des choix pour lesquels ils n'étaient pas d'accord.
Et je pense que ça a aussi joué là-dessus. C'est une très bonne observation. C'est curieux qu'ils veulent se battre contre le système n'importe qui. Oui, c'est allemand ou français parce qu'ils étaient une minorité quand même. C'est qu'on a toujours voulu leur imposer des choses, que ce soit le français, parler français, les coutumes françaises, parce que à la base, voilà, dans le sud-ouest, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui parlent que patois. Par exemple, moi j'ai rencontré des grands-mères qui ne comprennent pas quand tu leur parles français. Alors que c'est des grands-mères, elles ont 90 ans, elles ont passé 90 ans en France, elles ont vu presque les deux guerres, et elles ne parlent pas un mot de français. Elles ont gardé leur patois, et le problème c'est qu'après maintenant elles parlent qu'entre elles, parce que plus personne ne parle patois, mais il y a des gens qui ne parlent pas français, quoi. Et après, c'est peut-être que dans le sud-ouest, hein, parce que moi je connais presque que ça, mais c'est la première fois que je voyais des gens qui ne parlent que français. Et puis pas parce que c'est un choix, parce que par exemple en Corse, il y a des gens, tu viens leur parler et ils te parlent en corse, et puis t'es là, mais je ne comprends pas ce que tu dis, et puis après derrière tu les entends parler français. Non, elles c'est qu'elles n'ont jamais elles n'ont jamais appris le français, quoi. Et je pense qu'il y a toujours eu cette idée de résistance et de blocage par rapport à c'est pas de l'identité. Mais après il y a toujours eu de toute façon il y a eu des résistants partout, hein, ça c'est sûr, et qui ont fait et après c'est sur des niveaux aussi, parce que ça c'est la résistance hardcore, on va dire, c'était vraiment contre tout le système, mais il y a eu de toute façon de la résistance à tous les niveaux, mais je pense que c'est la plus hardcore, je pense. Bon, finalement, brièvement, est-ce que de faire rien, c'est d'aider les collaborateurs ou aider les Allemands? Oui, c'est vrai que pareil, ça c'est un truc sur lesquels on parle de plus souvent, parce que du coup dans la scolarité, dans ma scolarité, au départ on parlait, en primaire on parlait surtout des événements historiques, etc. Mais quand on arrive dans les dernières années, par exemple en terminale où on fait de la philosophie, etc., on réfléchit vachement dessus, en fait. L'histoire est très liée à ce qu'on étudie en philosophie, et on réfléchit beaucoup là-dessus. Et on a eu une heure en philosophie où on a réfléchi sur ce point, où est-ce que être neutre ça veut dire aider, et on en est venu à la conclusion que en fait ça dépend du point de vue, c'est-à-dire qu'en fait pour les résistants comme pour les collabos, vu que c'était des camps opposés, t'étais forcément dans un des deux, en fait. Tu pouvais pas être au milieu, en fait. Pour eux, c'était pas possible d'être dans les deux camps. Et si t'étais pas collabo du point de vue des collabos, t'étais un résistant. Et si t'étais pas résistant et que t'es du point de vue des résistants, t'étais collabo. Et du coup, je pense pas que ces personnes-là, elles voulaient faire du mal à quiconque, en fait. Je pense que justement, ça aurait pu être la sortie la plus facile, en fait. Sauf que vu qu'il y a eu tellement de clash, c'était un truc à mort, hein, c'était une guerre, hein, et vu que c'était tellement une opposition radicale, que du coup ces gens-là ils ont pas eu de choix, en fait, et du coup oui, forcément ils ont dû choisir, et je pense que ça a dû être très très compliqué pour eux, quoi, parce que de pas se positionner, parce qu'à un moment il faut se positionner, quoi, et c'est horrible de devoir faire ce choix. Mais c'est la guerre qui a, parce que comme dans toutes les guerres, si t'es français t'es pas allemand, et si t'es allemand t'es pas français, quoi. Mais là du coup c'était encore plus, parce que c'était une guerre civile, quoi, mais donc c'était encore plus intense. Mais c'est vrai que on avait beaucoup discuté là-dessus, et je pense que c'est intéressant justement d'en parler aussi. Merci beaucoup. Ça fait de rien.